Bienvenue à ce petit déjeuner avec des têtes à Papineau. Welcome everyone to Bienvenue à tous à ce petit déjeuner des Têtes à Papineau. Je suis Meg Beckel, présidente et PDG du Musée canadien de la nature, et j'ai le plaisir de vous accueillir à l'événement d'aujourd'hui. Pour suivre notre événement en français, veuillez utiliser le bouton de traduction simultanée en bas de votre écran. First, let us honor the indigenous peoples. Tout d'abord, rendons hommage aux peuples indigènes de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Même si nous nous réunissons sur une plateforme virtuelle, nous reconnaissons l'importance de la terre que nous appelons notre foyer où nous habitons. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons le territoire ancestral de tous les peuples, Inuits, Métis et des Premières Nations. Nous nous engageons à améliorer les relations entre leurs nations et les nôtres, et nous rendons hommage aux gardiens du savoir traditionnel et à leurs courageux dirigeants. Comme toujours, le petit déjeuner des Têtes à Papineau est organisé par le groupe de partenariat pour les sciences et l'ingénierie, Partenariat en faveur des sciences de l'ingénierie, une organisation à but non lucratif enregistrée qui regroupe 21 sociétés de sciences et d'ingénierie. Au nom du PFST, j'aimerais également remercier les commanditaires des Têtes à Papineau, un groupe prestigieux dont le Musée canadien de la nature est fier de faire partie, ainsi que les présidents de la Chambre et du Sénat qui appuient cette série depuis plus de 2 décennies. Tout comme les quelques 15 derniers mois ont présenté des défis uniques pour l'espèce humaine, la crise mondiale de la biodiversité s'est également aggravée. Le rapport 2020 des Nations unies sur les perspectives mondiales en matière de biodiversité fait état de la poursuite et de l'accélération du rythme de la dégradation des écosystèmes et de ses conséquences profondes pour la survie de l'humanité, notamment une plus grande vulnérabilité aux maladies et aux pandémies. En considérant notre rôle, la question qui se pose est la suivante. Comment pouvons-nous soutenir un changement positif pour protéger notre écosystème? Le Musée canadien de la nature a participé à l'étude et au catalogage de la biodiversité depuis son ouverture en 1912. En mettant l'accent sur la recherche et sur la biodiversité de l'Arctique et des espèces de l'Arctique, nos 25 chercheurs mènent chaque année des programmes actifs de recherche et de travail sur le terrain. La recherche fondamentale que nous menons fournit les données de base qui alimentent à leur tour d'autres recherches sur le changement climatique, l'écologie et la biodiversité. Dans cette optique, nous sommes ravis de soutenir des événements virtuels comme celui-ci pour garantir que les sujets essentiels tels que la biodiversité restent au premier plan du dialogue sur les politiques publiques. Avant de céder la parole à notre vice-président de la recherche et des collections, Jeff Sarella, qui sera le modérateur de l'événement d'aujourd'hui, j'aimerais présenter rapidement nos panélistes. Lenore Farrick est professeure de biologie au département de biologie de l'Université Carleton. Ses recherches portent sur les effets des structures du paysage sur la biodiversité et sur l'abondance, la distribution et la persistance des populations d'animaux sauvages. Andrew Gonzalez est professeur au département de biologie de l'Université McGill. Il est coprésident du groupe sur les réseaux d'observation de la biodiversité des observations de la Terre. Monsieur Gonzalez étudie les causes et les conséquences de la perte de la biodiversité et la façon dont les impacts des changements environnementaux anthropiques peuvent être atténués. Mark Velland est professeur au département de biologie de l'Université de Sherbrooke. Il étudie comment les individus, les populations et les communautés de plantes réagissent aux changements environnementaux tels que le changement climatique et les perturbations d'origine humaine. C'est maintenant un grand plaisir pour moi de passer la parole au Dr. Jeff Sarella. Merci Meg et bon après-midi à tous. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Nos 3 conférenciers de cet après-midi vont livrer leurs présentations l'un à la suite de l'autre et nous accueillons vos questions pendant les présentations. Veuillez les afficher dans la boîte QR au bas de l'écran. Après les 3 présentations, j'aurai une question de séance-réponse avec les conférenciers. Alors, passons directement à notre premier conférencier de cet après-midi, le Dr. Andrew Gonzalez. Andrew. Merci, Jeff. Je vais maintenant partager mon écran. J'espère que vous pouvez tous voir mon écran. Bonjour à tous. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui.
Avant de commencer, j'aimerais reconnaître la ville de Montréal où je vis et je travaille, et je reconnais qu'elle fait partie du territoire traditionnel des Kanien'kehá:ka. Ça a longtemps été un site de réunion et d'échange entre les nations. 2020 a été une année difficile de plusieurs façons différentes. Pendant que la pandémie émergeait, nous avons appris que le monde n'avait pas atteint ses cibles de biodiversité qui avaient été établies 10 ans auparavant. Ça a fait les manchettes dans le monde, comme vous pouvez le voir d'après les pages du journal Le Monde et du Guardian. À la lumière de cela et avec la possibilité de rebâtir en mieux après la pandémie, la communauté mondiale s'est établie à faire un nouveau cadre de biodiversité mondiale avec de nouvelles cibles pour 2030 et une vision pour 2050 où on vivrait en harmonie avec la nature. Ce nouveau cadre de biodiversité est maintenant basé sur une compréhension beaucoup plus vaste des changements de la biodiversité et aussi sur une compréhension très riche de ce que nous devons faire pour répondre à ces situations critiques. Les raisons de cet échec sont bien connues. Ils sont dus aux grandes pressions humaines que nous imposons sur la biosphère. Ces images nous donnent certains exemples de notre empreinte humaine. Chacun de ces images peut être lié à la biodiversité. Certaines choses sont bien courantes, comme la relation entre le commerce et l'augmentation des espèces invasives exotiques, mais d'autres sont beaucoup moins bien compris et ont eu des conséquences non prévues et même coûteuses sur notre économie, notre environnement et notre sécurité. Pensez par exemple à l'augmentation des événements météorologiques extrêmes ou le taux croissant de résistance aux antibiotiques ou l'impact de nos pesticides sur nos populations d'insectes. Mais quel est ce changement de la biodiversité? Pourquoi est-ce que ça devrait nous préoccuper? Eh bien, le changement de biodiversité est un phénomène complexe. Il se produit en tout temps, mais aussi à une grande étendue géographique. Et ça représente des changements dans la variété, l'abondance et la composition de différentes facettes de la biodiversité, y compris les gènes, les populations ainsi que les communautés et les écosystèmes que constituent les espèces et les fonctionnements de ces écosystèmes selon les différents biomes et même à travers toute la biosphère. Nous savons que c'est un phénomène naturel. Ce changement s'est produit depuis des millions, même des milliards d'années, mais les humains, tels qu'on le sait maintenant, causent un grand changement dans la biodiversité et le font en changeant les taux d'extinction, d'introduction des espèces, de colonisation par de nouvelles espèces et altèrent même le rythme de l'évolution. Ça prend la meilleure science de la biodiversité pour montrer comment les humains changent la biodiversité dans ses différentes facettes. Et qu'est-ce que cela implique pour notre économie et notre bien-être? Si on met tous ensemble, on est maintenant liés à la nature. On sait qu'il y a une relation de cause à effet qui va se renforcer si on continue un scénario tel qu'il est actuellement dans notre société, dans notre monde. On sait que l'humanité a augmenté son empreinte sur la nature et une évaluation récente par le panel intergouvernemental sur la diversité et la biodiversité a révélé plusieurs statistiques étonnantes. Premièrement, 1 million d'espèces, c'est-à-dire 12 de toutes les espèces mondiales, sont maintenant menacées d'extinction. On sait que 75 des espèces terrestres et 66 des écosystèmes marins sont gravement malades ou modifiés, alors que 72 des indicateurs utilisés par les peuples autochtones et les communautés locales démontrent qu'il y a une détérioration dans la nature. Tout cela se produit alors que nous continuons d'extraire de grands bénéfices de la part de la nature sous la forme de services écosystémiques et le Forum économique mondial a estimé récemment que 40 de tout le PIB mondial dépend de la santé des écosystèmes. Mais on n'a pas réussi à adapter nos systèmes économiques pour faire face aux externalités que ces systèmes imposent sur la nature. Et cette conclusion est vraie du côté mondial aussi bien que pour le Canada. La biodiversité du Canada change rapidement en réponse à deux grandes catégories de stresseurs. D'un côté, nous avons les changements climatiques, c'est-à-dire les changements dans les extrêmes, les médianes des fluctuations de la température et des précipitations qui déterminent où la vie peut survivre et prospérer au Canada. Et nous savons que le changement climatique au Canada se produit à 2 fois le rythme mondial. Ça se produit de façon hétérogène dans l'ensemble du pays. Le deuxième ensemble de menaces provient de l'empreinte humaine, c'est-à-dire les pressions directes que nous plaçons sur les habitats sur la terre, sur les bois d'eau et sur les lignes côtières que nous transformons et développons pour la croissance industrielle, l'agriculture, l'infrastructure énergétique et de transport. Et cela représente en tout notre empreinte humaine.
anthropique. Ces deux ont des patrons géographiques frappants qui déterminent les taux et les schémas de changement de biodiversité dans l'ensemble du pays. Cette carte nous montre la distribution des 520 espèces à risque au Canada et que c'est comme ce bourdon que vous voyez à droite. Il n'est pas surprenant que nous voyions le plus grand nombre d'espèces sont ici. Ça coïncide avec les endroits où l'empreinte humaine est la plus forte, mais on commence aussi à voir une signature due au changement climatique sur la distribution des espèces à risque. Les espèces en péril sont une mesure importante des menaces à la biodiversité, mais il y a plusieurs façons de quantifier les changements dans la biodiversité. Cette deuxième montre le changement dans la richesse des papillons au Canada au cours du 20e siècle. Cette étude compare des chiffres récents avec des estimations historiques de la richesse des espèces de papillons grâce à la collection nationale canadienne de papillons. Les couleurs chaudes montrent des proportions déclinantes d'espèces, alors que les couleurs vertes montrent les gains qui ont eu pendant cette période. Il est clair que le Canada est une mosaïque de changements très divers. Cette mosaïque reflète l'héritage ancestral des anciens changements et des impacts anciens et les effets constants de notre changement climatique et de notre empreinte humaine. À partir de ces études, on peut faire une déclaration très claire. La biodiversité du Canada est en train de subir une transformation. Les écosystèmes canadiens vont avoir une nouvelle composition d'espèces avec des effets sur la structure et la fonction des écosystèmes et bien sûr sur les bénéfices et les biens que nous obtenons et les avantages que nous obtenons de ces écosystèmes. Une récente projection du Sud du Québec estime que la moitié au moins, de toutes les terres protégées pourraient avoir des changements d'espèces de plus de 80 % au cours du prochain siècle. Il est difficile d'insister suffisamment sur ce que veut dire ce degré de changement pour les écosystèmes canadiens, sur notre économie, sur notre sécurité environnementale. Donc, comment pouvons-nous faire face à cette situation? Nous pouvons redoubler d'efforts pour conserver et protéger nos écosystèmes dans le sud du pays, ainsi que les écosystèmes de la plus haute intégrité dans le nord du pays. Dans le sud, il y a clairement des régions de très haute priorité, comme vous pouvez le voir sur cette carte, à cause de l'alignement de l'empreinte humaine avec le grand nombre d'espèces à risque. Mais il faut aussi protéger nos espaces restants, même s'ils sont très petits encore dans le sud. On doit combiner cela avec des stratégies croisées pour les différents écosystèmes qui vont permettre de protéger et restaurer la connectivité des écosystèmes qui demeurent. Parce que la connectivité et la propriété, c'est une propriété écologique qui permet aux espèces de se déplacer et de s'adapter aux changements causés par l'empreinte humaine. Mon groupe à McGill et le Centre québécois de sciences de la biodiversité travaillent avec le gouvernement du Québec pour planifier une meilleure connectivité, comme vous pouvez voir de cette carte de la vallée du Saint-Laurent, qui est une région qui est de la taille de la Suisse. Et on le fait d'une façon qui va prévoir les scénarios de changement climatique. Idéalement, ces approches devraient être mises à l'échelle à l'ensemble du pays et faites d'une façon qui permettra d'aligner de grandes initiatives sur la protection de la nature. La grande incertitude à propos de notre futur de la biodiversité fait en sorte que la priorisation des politiques et des décisions devient très difficile. En 2010 déjà, le statut des écosystèmes et des tendances nous disait qu'on manque une standardisation de la surveillance avec de l'information de surveillance facilement accessible. Et ceci nuit de façon significative à notre capacité d'évaluer le statut et la santé des écosystèmes canadiens. Pourquoi cela serait-il important? Eh bien, on ne peut pas représenter notre dépendance par rapport à une économie durable si on ne sait pas comment ou où la biodiversité est en train de changer. On a un ensemble de données produites par plusieurs groupes et organisations à l'échelle provinciale et régionale, mais cette information est limitée géographiquement au sud, comme vous pouvez voir d'après le nombre d'espèces caractérisées sur le système global d'information sur les biodiversités. Et en général, ça ne couvre pas très bien nos zones protégées, comme vous voyez, ces espaces bleus. L'investissement dans un réseau d'observation pan-canadien va nous donner la capacité de soumettre de meilleures données sur notre biodiversité. Et cela va nous relier avec un effort global mondial pour la diversité, pour les observations sur la biodiversité par GeoVolume, un réseau mondial dont le secrétariat a récemment déménagé à Montréal. En plus de l'empreinte de biodiversité au Canada, nous sommes aussi responsables de changement de biodiversité à cause de nos connexions avec l'économie mondiale. Les chaînes d'approvisionnement et de commerce qui nous lient à d'autres biens et ressources qui nous soumettent à des changements qui se produisent ailleurs, dans d'autres nations. Dans ce sens, nous importons des changements de biodiversité. Les chaînes d'approvisionnement qui relient votre café ou votre lunch avec des écosystèmes sont à des milliers de kilomètres d'ici. Ces écosystèmes
peuvent appuyer plusieurs espèces, dont certaines seront critiquement mises en péril. Une statistique très forte d'une analyse récente nous dit que la chaîne d'approvisionnement a plus gros impact par deuxième sur les espèces, sur l'abondance des espèces terrestres, c'est-à-dire 4,3 fois la moyenne mondiale. Nous devons trouver des solutions tout au long de cette chaîne d'approvisionnement et pas simplement pour les propriétaires ou les consommateurs. Alors, laissez-moi conclure en disant que nous n'avons pas encore frappé le point de non-retour. Une extinction de masse ne s'est pas encore produite, mais la situation est extrêmement urgente. Nous avons besoin d'une transformation de la façon dont nos sociétés et notre économie interagissent avec la nature. Et nous avons une décennie pour réagir au nouveau cadre sur la biodiversité qui sera négocié en Chine au mois d'octobre prochain. Et on veut changer la courbe de la perte de biodiversité en utilisant un ensemble intégré de solutions. J'en ai marqué 6 ici à gauche. Aucune de ces solutions par elle-même ne peut faire la différence, mais si elles sont combinées en une stratégie cohérente, multisectorielle, nous aurons peut-être une chance, peut-être juste une chance de protéger la riche nature de la biodiversité que les Canadiens ont toujours identifiée comme étant une priorité. Merci beaucoup. Eh bien, je pense que c'est maintenant mon tour. Est-ce que quelqu'un me confirme que vous voyez très bien mon écran? Vous m'entendez bien aussi? Oui, tout est beau, Marc. Merci. C'est un plaisir et un honneur de pouvoir partager avec vous aujourd'hui certains travaux qui se font dans mon groupe de recherche sur la façon dont les écosystèmes canadiens ont changé au cours des récentes décennies ou siècles. Je vais commencer par définir un peu certains des termes que vous voyez ici dans mon titre. J'étudie les plantes. Pourquoi est-ce que j'étudie les plantes? Bien, la plupart de ce qu'on sait sur les taux d'extinction provient d'une toute petite tranche de vie, les vertébrés comme les poissons, les mammifères et les oiseaux. Mais si on prend l'ensemble de la vie sur la Terre, si on met ça sur une échelle, plus de 80 de la biomasse est constituée de plantes qui sont tout à fait capables de transformer l'énergie du soleil et de la matière inorganique en vie. Si on veut commencer à comprendre la vie sur la Terre, il faut commencer par les plantes. Mon titre aussi fait la distinction entre la biodiversité et la composition d'espèces que nous trouvons dans des différents endroits. La biodiversité est souvent utilisée comme synonyme de l'ensemble de toute la nature, de tout ce qu'on peut mesurer de la nature. Mais en tant que scientifique, ce n'est pas très utile. Et par la biodiversité, on va dire quelque chose de plus précis. Ça veut dire une quantité qui représente la variété que l'on trouve dans un endroit. Si on a à un endroit à la fois des dindons sauvages et des loups, à un autre endroit, nous avons des York Terriers et des poulets, nous avons exactement la même quantité de biodiversité. Nous avons deux espèces et nous avons un qui représente la famille des canidés et des oiseaux. Si on a un endroit où il n'y a que des York Terriers, ça crée moins de biodiversité parce que c'est une seule espèce. Si nous avons à la fois des terriers et des renards, nous avons deux espèces qui sont très semblables. Donc, on a encore moins de biodiversité que lorsqu'on a à la fois des dindons sauvages et des loups. Alors, pour la diversité, on peut en avoir plus et moins, ou ça peut monter ou ça peut descendre. C'est très différent quand on parle de la composition. Et là, on veut dire quels sont les types qui sont présents dans un endroit donné. Par exemple, si j'ai à la fois des loups et des dindons sauvages à un même endroit, la seule façon d'avoir la même composition ailleurs, c'est d'avoir exactement la même chose, loups et dindons sauvages. Lorsque j'ai des chiens terriers et des poulets, c'est une composition différente. J'ai tout autant de biodiversité, mais la composition est différente. Si j'ai des coccinelles et des grenouilles léopards, là, j'ai une composition qui est très différente parce que non seulement ce sont deux espèces différentes, ce sont deux représentants de différentes portions de l'arbre de vie. Le point ici, la remarque, c'est que on ne peut pas dire qu'il y a plus ou moins de composition, rien de bon ou de mauvais, à moins qu'on ne fasse un jugement de valeur explicite. Que vous préfériez des loups et des dindons plutôt que des terriers et des poulets, ça dépend de si vous gérez une ferme ou si vous gérez une réserve naturelle. Ce qu'on aimerait faire en tant que scientifique de l'environnement et en tant qu'écologiste, c'est de regarder vers l'avenir pour voir ce qui va se produire dans l'avenir, ce qui est très difficile de prédire l'avenir. Mais ce qu'on peut faire, c'est de regarder le présent et voir comment on est arrivé au moment présent avec les différents changements que les gens ont faits dans la façon de la nature à réagir. On fait ça de plusieurs façons dans mon groupe de recherche. D'abord, on revisite d'anciens documents pour voir si ces recensements ont changé avec le temps. Ensuite, il faut regarder les données des premiers arpenteurs du 19e siècle, particulièrement à la forêt, pour voir comment la forêt a changé pendant une période de temps beaucoup plus longue. Je vais vous montrer deux études de cas. La première provient du sud de l'île de Vancouver, où
l'environnement dominant. Ce qui motive, c'est la création d'étalements urbains de banlieues. Au début, il y avait beaucoup de végétation naturelle. Il y a 100 ans maintenant, on a encore pas un peu de végétation naturelle, mais il y en a beaucoup dans les cours arrière des gens. On s'attend à ce que ça fasse un déclin de biodiversité, mais en fait, c'est le contraire qui s'est produit. Ici, on a 3 habitats différents dans ce paysage avec les espèces d'arbres dominantes. Et dans les parcelles que nous avons examinées, nous avons vu une augmentation dans le nombre d'espèces par parcelle. On voit beaucoup de changements dans la composition, par contre. Alors, si on regarde particulièrement les forêts de sapins Douglas, il y a 5 espèces natives qui ont disparu maintenant sur 45 espèces natives. Et alors, 5 espèces sont disparues lors de la deuxième étude, 45 mois plus tard. Il y a des douzaines d'espèces natives et non natives qui ont été ajoutées parce que les gens ont introduit ces espèces dans le paysage où ça a été magnifié et ça a créé des opportunités pour plusieurs espèces végétales différentes. Alors, dans l'ensemble, ce qu'on voit, ce sont des changements de composition, mais on n'a pas de déclin en diversité. Si on passe maintenant à l'autre côté du pays, voici le parc national du Mont-Mégantic, dans le sud du Québec, où on peut voir les forêts décidues, les forêts de feuillus et les forêts de conifères. On a des érables à sucre qui changent de couleur ici à l'automne. Ce qui est changement ici, c'est le réchauffement climatique. On a des températures plus moyennes à des faibles élévations et à haute élévation, mais avec le réchauffement au cours des 40 à 50 dernières années, le gradient de température a changé. Ça a changé d'environ 150 mètres vers le haut. La question, quand on suit la distribution des espèces végétales change. La réponse est oui, mais ce mouvement vers le haut se fait à un rythme beaucoup plus lent que les conditions climatiques elles-mêmes. Ça veut dire que les réponses des espèces sont à la traîne par rapport au réchauffement climatique. Mais quand on regarde la diversité, ce qu'on voit, c'est que le nombre d'espèces augmente dans chaque section, ce qui n'est pas surprenant parce qu'il y a beaucoup plus d'espèces dans des conditions chaudes qu'il y en a qui peuvent s'adapter à des conditions froides. On voit aussi des changements de composition. Mais on ne voit pas de déclin de biodiversité. La dernière étude de cas regarde plus loin dans le temps et on se fonde sur des données compilées de façon laborieuse par Dominique Arsenault et Victor Danérol. À partir des premiers arpenteurs français des paysages, on peut conférer la diversité forestière et la composition des forêts sur une période de temps beaucoup plus longue, depuis les années 1800. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a eu un déclin de certains types d'arbres. On voit ici les pins. Les couleurs bleues indiquent des déclins avec le temps. Donc, les pins ont décliné avec le temps. Au contraire, les érables, qui répondent très, très favorablement au bûcheronnage et à la coupe des arbres, les érables, donc, ont augmenté de façon marquée. Quand on regarde la diversité elle-même dans les paysages dans cette région, et maintenant, il y a un mélange de jeunes forêts et de vieilles forêts. On voit en fait plus de diversité d'arbres dans les différents paysages aujourd'hui que ce que l'on voyait par le passé. Encore une fois, on voit des changements dans la composition, mais on ne voit pas de déclin de la biodiversité. Alors, si on regarde cela dans leur ensemble, ce qu'on voit dans tous ces cas, ce sont des changements écologiques profonds. Certaines espèces perdent et d'autres gagnent. Alors, il y a des déclins dans les loups et les pins, mais il y a beaucoup d'autres espèces qui ont augmenté, qui viennent d'ailleurs. Il y a des espèces natives qui ont augmenté. Les espèces autochtones ont réagi favorablement à ces changements. Ce qu'on voit, c'est que quelquefois, la biodiversité diminue. Si on convertit des forêts de pins en champs de maïs, ça fait un déclin de la biodiversité, alors que dans d'autres situations comme celle que je vous ai montrée, on voit vraiment des augmentations de la diversité à différentes échelles. Quand on regarde avec plusieurs études différentes, on voit pas mal le même genre de choses. Et c'est ça, cela est particulièrement pertinent dans les régions urbaines. Dans les régions urbaines, nous avons ce qui est visuellement le plus évident comme changement environnemental avec beaucoup d'espèces qui ne profitent pas de ces genres de changements. En fait, les villes sont beaucoup plus diverses que ce qu'on pensait au début. Une question qu'on se fait poser fréquemment, est-ce que ces changements sont bons ou mauvais? Et une des choses que je dois dire clairement dans la présentation, c'est que la question du bon versus le mauvais n'est pas une question scientifique. Cela dépend entièrement des valeurs que vous apportez à la table ou ça dépend de certains objectifs que vous avez énoncés explicitement. Laissez-moi expliquer. Ce que nous faisons dans mon groupe de laboratoire et dans d'autres groupes, c'est d'étudier comment les choses ont changé avec le temps grâce à cause de certaines choses qui se produisent avec le réchauffement de la planète ou les changements agricoles. Qu'on considère un changement comme bon ou mauvais dépend entièrement du genre de bénéfices que vous espérez atteindre de la nature. Alors, il y a plusieurs bénéfices que l'on peut tirer de la nature. On a la régulation de la qualité de l'air, de l'eau et du climat, notre approvisionnement en aliments, en fibres, en énergie, ainsi que les avantages sociaux et culturels de plusieurs sortes. Regardons un exemple précis ici pour illustrer ce que je veux dire.
Une des choses qui s'est produite et qui se produit dans plusieurs contextes, c'est que certaines espèces autochtones, comme l'érable à sucre, ne profitent pas du genre d'environnement qui est créé lorsque nous créons des villes, alors que d'autres espèces, ici, une espèce exotique, un érable de Norvège, vont très bien, aiment beaucoup les terrains compacts de la ville. Donc, si on essaie d'avoir un boisé qui est dans une avec une grande couverture d'arbres. On veut avoir des arbres qui prospèrent. Dans ce cas-ci, ce changement, c'est bon parce que ça crée une couverture. D'autre part, si on se concentre sur l'attachement culturel que les gens ont envers l'érable à sucre, avec ces érablières urbaines qu'on voudrait avoir pour produire du sirop d'érable, on pourra voir cela comme négatif. On ne peut pas faire un jugement indépendamment de tout objectif que nous pouvons définir. Pour résumer, nous apprécions la nature pour plusieurs raisons différentes. Il est clair que même si la nature change constamment, les actions des personnes changent et accélèrent certains de ces changements. Mais les déclins de la diversité sont une très petite partie du puzzle, particulièrement au Canada. Le changement, c'est d'équilibrer les bénéfices que nous tirons de nos terres et de nos eaux pour le présent et pour l'avenir, pour ne pas faire en sorte que les actions présentes vont maximiser les bénéfices à court terme en compromettant les bénéfices à long terme que l'on pourrait en tirer. La science peut nous aider à atteindre des objectifs qui sont déjà énoncés. On peut prévoir les changements futurs, mais on ne peut pas définir quelles sont les valeurs que nous devrions avoir. Et je vais terminer en remerciant les personnes qui font la plus grande partie du travail que je viens de vous présenter. Merci beaucoup. On to Lenore. À vous, Lénore. Bon, très bien. Merci beaucoup de m'avoir incluse dans cette discussion. C'est très amusant de préparer cette conférence. J'ai décidé de passer mes 10 minutes à vous parler de certains de nos travaux sur les oiseaux dans les villes. Et comme je n'ai que 10 minutes, je vais vous donner tout de suite le scoop dès le début. Tout d'abord, la diversité des oiseaux, sans qu'on le sache, augmente de façon inconsciente notre satisfaction, notre sentiment de satisfaction à propos de l'endroit où nous sommes. Deuxièmement, tous les espaces verts, y compris dans les villes, y compris tous les petites cours arrière et les petits jardins résidentiels, augmentent la diversité des oiseaux dans la ville. Troisièmement, le fait d'enlever les chats n'augmentera pas beaucoup la diversité des oiseaux dans la ville. Et quatrièmement, la réduction du trafic routier va beaucoup augmenter, par contre, la diversité des oiseaux. Alors, je vais passer quelques temps à parler un peu plus en détail de chacun de ces points. Tout d'abord, la diversité des oiseaux augmente notre satisfaction par rapport à l'endroit où nous vivons de façon inconsciente. Ceci vient d'une étude qui a été faite par mon ancienne étudiante de mon laboratoire, Lauren Hepburn. Lauren a fait un sondage sur plus de 1000 résidents d'Ottawa dans des sites sur lesquels on avait déjà de l'information sur la biodiversité des oiseaux par des comptes d'Ottawa, des comptes d'oiseaux de la ville d'Ottawa qui couvrent la ville d'Ottawa. Et Lauren a demandé aux gens leurs sentiments par rapport de satisfaction, par rapport à l'endroit où ils vivent. Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur quartier ou très satisfaits, extrêmement satisfaits, sans leur dire qu'elle allait relier sa question à la diversité des oiseaux. Elle ne leur a pas expliqué cela. Et elle a aussi inclus des contrôles, des groupes témoins. Elle a contrôlé pour le revenu des gens et la quantité d'espaces verts quand elle a examiné les relations. Et elle a constaté qu'en fait, le nombre d'espèces d'oiseaux ou dans l'endroit où nous vivons augmente notre sentiment de satisfaction par rapport à l'endroit où nous vivons, de façon inconsciente. On n'est pas conscient. Alors, augmenter le niveau d'oiseaux de 4 à 20 espèces double la probabilité qu'une personne dise qu'elle est très satisfaite de l'endroit où elle vit. Et nous croyons que c'est probablement dû à la diversité des champs d'oiseaux qui affecte le sentiment de satisfaction des personnes. Les trois derniers points, trois dernières remarques que je vais faire sont sur la question suivante. En supposant que c'est bon, pour revenir au point de Marc, la satisfaction où on vit, c'est un bon objectif. Comment pouvons-nous alors augmenter au mieux la diversité des oiseaux ou maintenir la diversité des oiseaux dans une ville? Il y a 3 points ici.
Là, ce sont les espaces verts. On sait, il y a eu beaucoup de recherches qui nous disent que les espaces verts sont très importants pour augmenter la biodiversité des oiseaux dans les villes. Et un de mes anciens étudiants, Adam Smith, c'est la personne qui a commencé et qui continue de diriger le décompte ornithologique de la ville d'Ottawa. Il a examiné, lui, les espaces verts résidentiels et les espaces verts non résidentiels. Alors, les espaces verts résidentiels, ce sont des petites parcelles, des petits terrains en gris ici où il y a des arbres, de la végétation. Si vous regardez sur cette carte, si vous regardez cette carte de ces points d'échantillonnage, ce sont des points d'échantillonnage d'oiseaux et ce point d'échantillonnage est au centre de chacun de ces petits cercles. Il a regardé la quantité d'espace vert entourant chacun de ces points dans une distance de 500 mètres avec un rayon de 500 mètres. Et la partie noire, ce sont des espaces verts publics, de gros blocs d'espaces verts publics et le gris représente les petits espaces verts résidentiels. Il a découvert que les deux sont également valables pour voir ce que ça veut dire. Si on compare une grande quantité d'espaces verts publics ici à gauche avec la quantité totale de tous les petits espaces verts avec les arbres ici à droite, ces deux ensembles d'espaces verts à gauche et à droite sont d'une valeur égale pour la biodiversité dans une ville. Et c'est quelque chose qu'on a découvert aussi dans beaucoup d'autres contextes, pas seulement dans des villes, pas seulement pour des oiseaux. Si vous ajoutez tous les petits habitats individuels, ça égale en valeur ces grands habitats continus qui sont dans un seul bloc. Le deuxième point, si on compare les effets de l'augmentation de l'espace pour les oiseaux à l'effet d'enlèvement des cas, qui a beaucoup de mauvaise presse, bien sûr, on a eu une étude qui suggérait que le fait d'enlever les chats errants ou les chats n'augmentera pas beaucoup la biodiversité des oiseaux. C'est une étude qui a été faite par une de mes anciennes étudiantes, Genevieve Perkins, qui a fait toute une étude dans l'ensemble de la ville d'Ottawa et qui a utilisé encore une fois le décompte d'oiseaux d'Ottawa qui compte, c'est un sondage sur les oiseaux. Elle a questionné au moins 200 résidents et a trouvé un tout petit effet négatif que les chats peuvent avoir sur les oiseaux. Juste pour vous donner un peu d'illustration à quel point c'est petit cet effet comparé à d'autres effets sur les oiseaux, elle a découvert en fait qu'il y a un très fort effet négatif dû aux écureuils sur les oiseaux. Encore une fois, quand on contrôle les quantités d'espaces verts et toutes sortes d'autres variables, les oiseaux, le nombre d'espèces d'oiseaux et l'abondance des espèces d'oiseaux est plus faible dans les endroits où on a beaucoup d'écureuils. Les écureuils, on le sait, sont très voraces comme prédateurs. On sait que les écureuils sont des prédateurs voraces d'oiseaux. De façon intéressante aussi, on a trouvé que, Jen a aussi trouvé un effet positif des ratons sur les ratons. On ne sait pas complètement, mais on soupçonne que c'est peut-être parce que les ratons attaquent et mangent les écureuils. Donc, en comparaison à l'effet des espaces verts, le fait d'augmenter les espaces verts, c'est très bon, ça va avoir un gros effet sur les oiseaux, mais diminuer le nombre de chats n'aura qu'un tout petit effet sur les oiseaux. Un autre impact qui va avoir un gros effet sur les oiseaux, par contre, c'est de réduire le trafic routier, la circulation. On sait qu'il y a une relation entre la circulation routière et les oiseaux, mais la COVID et les confinements dus à la COVID nous ont donné une occasion unique de regarder les effets. Voici, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec Michael Striff et Nicolas Cooper, qui sont à l'Université du Manitoba. Donc, dans ce graphique, chaque ligne représente une ville d'au moins 50 000 personnes dans l'ensemble de l'Amérique du Nord et ça représente la chute de la circulation routière pendant les confinements dus à la COVID l'an passé, en fonction de plusieurs trappes à téléphone cellulaire. Si vous comparez les villes, certaines villes, comme je dois le mentionner, ont eu une plus petite chute dans la circulation routière comparé à d'autres villes. Il y a des villes où il y a eu de grandes chutes dans la circulation routière, dans d'autres, c'était une toute petite diminution plutôt dans le trafic routier. Ce qui est relié, ça a augmenté le nombre d'espèces, le nombre d'oiseaux. Plus la chute de la circulation routière était importante, plus on observait d'oiseaux pendant ces périodes de confinement où il y avait des restrictions sur les circulations routières par rapport à la situation d'avant les confinements. De la même façon, si on compare le nombre d'oiseaux en relation à leur distance par rapport à une grande route ou une grande rue dans une ville, avant les confinements, on avait très peu d'oiseaux près des grandes routes et pendant le confinement, il y a beaucoup plus d'oiseaux qui ont été observés plus proches des routes.
il y a donc eu une augmentation dans le nombre d'oiseaux situés proches des grandes routes, des autoroutes ou autres. Cet effet de la circulation routière et l'effet de la réduction de la circulation, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et nous sommes intéressés à cela pour augmenter le nombre. Ça augmente notre sentiment de satisfaction et ça maintient. Et si on réduit la circulation routière, c'est quelque chose qui devrait normalement aider. Ah, voici un point intéressant pour vous montrer. Ça, ce sont toutes les espèces, des centaines d'espèces qu'on peut trouver dans les villes. C'est pour vous montrer que cet effet était cohérent et constant pour pour presque toutes les espèces. Alors, tout ce qui est en violet ici représente une certaine preuve qu'on a plus des oiseaux de ces espèces qui ont été observés pendant la chute de circulation routière, pendant les confinements. Alors, je vais juste retourner un peu en arrière et vous rappeler mes autres scoops parce que vous les avez peut-être déjà oubliés. D'abord, de façon inconsciente, la diversité des oiseaux augmente notre satisfaction par rapport à l'endroit où nous vivons. Et donc, si ça, c'est une bonne chose, si on pense que c'est bon, et si on veut maintenir la biodiversité d'oiseaux dans les villes, il faut se concentrer sur les espaces verts. Et tous les espaces verts sont importants, pas seulement les espaces verts publics, mais aussi tous les petits espaces verts privés résidentiels. Enlever les chats n'aura que très peu d'effet. Ça va avoir un petit effet sur la diversité, mais réduire la circulation routière aura un gros effet sur la diversité des oiseaux. Merci de vos excellentes questions. On manque de temps, malheureusement, mais le PFST va afficher tout ce qui se sur le web. Et donc, c'est maintenant un grand plaisir d'inviter Carol Hughes, présidente adjointe et présidente du comité plénier, de nous remercier. Carol, à vous la parole. Carol, vous êtes en sourdine. Excuse. Oh, pardonnez-moi, je m'excuse. Alors, écoute, premièrement, j'aimerais faire une petite déclaration que je suis sur le territoire des Algonquins, Anishinaabeg. Je suis ici à Ottawa. Je remercie les Têtes à Papineau d'avoir mis un thème assez important d'avance et c'est évident que ça joue un rôle très important et que les gens doivent reconnaître les liens entre le climat, le changement climatique, l'environnement et les emprunts humains. Je vais changer à la version anglaise. Sorry. Somewhere here. Voilà, c'était quelque part ici. OK, j'y suis. Donc, merci beaucoup à nos conférenciers, Lénore, Andrew et Mark. L'information a été très utile. Il est évident par la quantité de questions que les gens étaient très engagés et pas mal intéressés à ce qui se passe. Je peux vous dire que dans la circonscription de Manitoulin-Kapuskasing que je représente, j'ai les Premières Nations Mishkwak avec un groupe d'environnementalistes qui travaillent très fort pour essayer de sauver le caribou du lac supérieur. Et on sait à quel point la population de loups a diminué, fait diminuer la population du caribou du lac supérieur, cette petite population sur l'île Michibouctou. Il y a beaucoup de travail à faire encore. J'apprécie beaucoup l'information sur les espaces verts. Il n'y a pas trop longtemps, le caucus de recherche en santé a aussi fait une présentation qui a été faite sur l'importance des espaces verts pour la santé mentale. Et je sais que la biodiversité est très importante aussi. Et les animaux, les oiseaux, je sais à quel point c'est important aussi pour le mieux-être des personnes et pour leur santé mentale. Donc, bien sûr, j'apprécie. Et il y a tellement de choses, tellement de points que vous avez effleurés qui sont tellement pertinents pour la santé et le mieux-être de notre planète et des gens, les humains qui y habitent. Et merci. Je veux vous remercier des présentations que vous avez faites aujourd'hui qui ont certainement beaucoup aidé pour encourager de plus abondantes conversations, de plus d'actions sur ces sujets. Donc, au nom des petits déjeuners des Têtes à Papineau, de leurs partenaires et des parlementaires, je veux vous remercier de vos présentations. Merci d'avoir pris le temps de nous éclairer. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you. Thank you for Merci these. beaucoup. Merci de tout ce que vous nous avez donné, présidente adjointe de la Chambre. On apprécie beaucoup le soutien que nous recevons de la Chambre des communes et du Sénat. Au nom du comité des déjeuners Tête à Papineau et du partenariat en faveur de la science des technologies, je veux remercier sincèrement nos conférenciers et tous nos
commanditaires généraux, nos sponsors, pour nous avoir aidé à mettre sur pied cet événement. J'aimerais aussi remercier notre modérateur et tous nos panélistes pour ce genre de vue à vol d'oiseau et même au-delà du vol d'oiseau sur la biodiversité de nos cours arrière canadiennes. C'est le dernier événement de ces petits déjeuners de notre saison de Télépavion. On souhaite à tout le monde une saison d'été relaxante et sûre. On veut voir tout le monde revenir en automne pour se tenir au courant des événements à jour. Nous vous encourageons à nous suivre sur Twitter à Ottawa Eggheads et vous connectez-vous au partenariat en faveur de la science et de la technologie. Merci à tous de s'être joints aujourd'hui. Environnement grandiose. Bye-bye. Merci, bye-bye. Merci, au revoir. Bye-bye. Merci, au revoir. Merci tout le monde. Thank you very much. Merci beaucoup.